Bonjour à tous, bienvenue. Les Échos organisent le mercredi 15 avril leur événement annuel, le Forum de l'Asset Management. Cette année, le thème sera, alors je vous lis le titre, « Quel avenir pour la gestion active face au raz-de-marée de la gestion indicielle et des ETF ?» C'est un titre digne d'un film catastrophe. Et pour en parler, je reçois Ophélie Mortier. Bonjour. Vous êtes coordinatrice ISR, alors ISR pour Investissement Socialement Responsable, de la banque belge d'investissement et de gestion Petercam. Alors vous allez intervenir au cours du Forum de l'Asset Management, et notamment sur une table ronde qui est consacrée à l'ISR et à sa capacité à recréer de la surperformance pour les fonds traditionnels, actions et obligations. Alors ma première question, c'est savoir, est-ce que l'ISR permet de réinventer la gestion active? Est-ce que c'est un soutien, comme on parlait dans le titre même du forum, hein, du thème de cette année, est-ce que c'est vraiment un soutien pour lutter face à l'invasion de la gestion indicielle et des ETF? Je pense que ça s'inscrit tout à fait dans la ligne et dans l'évolution de la gestion active, puisque finalement la gestion ISR, c'est réellement intégrer les critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Et donc ça vient vraiment complémenter l'analyse, comme on dit, c'est de l'extra-financier. C'est une analyse complémentaire qui a tout à fait une valeur ajoutée et une qualité dans la recherche et dans la gestion active. Donc pour moi, ça s'inscrit dans une évolution assez logique et certainement une valeur ajoutée par rapport à une gestion indicielle qui ne prend pas en compte, en tout cas pas en compte l'intégralité de ce genre de critères et de facteurs. Donc vous liez finalement la gestion ISR avec la gestion active. Pour vous, c'est exactement la même chose. Oui, c'est tout à fait complémentaire à une gestion active, oui. Il y a une performance financière et extra-financière qui s'ajoute. Le thème de la conférence à laquelle vous participez parle de surperformance. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler, parce que je me rappelle au début de l'ISR en France, au début des années 2000, on disait que l'ISR était plutôt, ça c'est les promoteurs qui le disaient, surperformer la gestion traditionnelle, non commenter ses mérites, et puis finalement, au bout du compte, on a constaté que c'était ni meilleur, ni moins bon. Donc on était à peu près en ligne avec la gestion traditionnelle. Alors, ça avait été une erreur au départ, mais est-ce que vous croyez que l'ISR apporte de la performance aujourd'hui? Je pense qu'au sens stricto sensu de performance boursière, il n'y a pas une garantie de surperformance, parce que d'une part, il y a une dichotomie temporelle entre performance boursière et la recherche qui est plutôt sur une recherche des enjeux moyen et long terme, et aussi parce que les marchés boursiers ne sont pas toujours les plus rationnels. Mais quand on regarde du fait qu'on soit passé d'une économie industrielle à une économie plus sur le service, on a quand même la valeur d'une société s'explique maintenant aujourd'hui à 80% d'actifs intangibles par rapport à avant. On a aussi de plus en plus de recherches académiques qui montrent qu'au moins 80% des sociétés réagissent positivement à toute l'analyse extra-financière. Et en plus, au niveau des métriques comptables et de la performance opérationnelle, la valeur ajoutée est indéniable. Donc je pense que sur le moyen et long terme, il n'y a certainement pas en tout cas de sous-performance. On a une performance qui est tout à fait en ligne, voire supérieure en fonction des cycles du marché. La vraie valeur ajoutée pour moi de ce genre de recherche, c'est vraiment une optimisation du couple risque et rendement. Mais là, on a quand même une preuve de la chose. Mais pourtant, quand on parle d'ISR, on dit qu'il y a deux performances. On parle de la performance financière, je dirais comme tous les fonds traditionnels, mais aussi de performance extra-financière. Alors, est-ce que les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, sont sensibles au fait qu'on dise, mais bon, il y a une performance financière, mais il y a aussi une performance extra-financière, et comment on peut la mesurer ? Alors d'abord, sur la sensibilité, je pense que c'est toujours un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que d'abord, il y a les investisseurs institutionnels qui sont assez sensibles à la chose, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont un rôle dans la société, et de par leur poids, ils peuvent avoir une certaine influence sur le comportement en tant qu'investisseur responsable. Et d'autre part, l'investisseur privé, évidemment, est très attentif. Il s'agit quand même de son portefeuille qui sert généralement au paiement de la pension et autres. Donc le rendement performance
financière est important, mais si en plus ça se fait dans un comportement responsable, ça s'inscrit finalement dans une approche plus globale de sa consommation, de son comportement, de sa manière par rapport à sa consommation d'énergie. Donc ça s'inscrit aussi dans une approche globale. Sur la mesure de la performance, là ça dépend un petit peu aussi de ce qu'on veut mesurer finalement, de ce qu'on veut démontrer. On voit quand même beaucoup d'efforts vers une mesure de performance environnementale, que ce soit par exemple réduction des émissions carbone, que ce soit une meilleure utilisation de l'énergie. On voit aussi des mesures, voilà, des mesures sociales de création d'emplois. Il n'y a pas encore vraiment de mesures parfaites à la chose, je trouve, mais il y a un effort qui s'inscrit et qui devrait donner, je suppose, des résultats tôt ou tard. Mais il y a une certaine démarche qui va dans ce progrès-là. Maintenant, ce qui se fait quand même de plus en plus, c'est de pouvoir prouver au niveau de la performance financière pure, qu'est-ce qui provient finalement d'un filtre éventuel de durabilité et la gestion, l'expertise du gestionnaire même. Donc là, on reste vraiment dans le domaine purement financier. Et cette décomposition montre quand même qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce filtre. Et ça met un petit peu fin aussi au débat, je trouve, de cet handicap que beaucoup vont mentionner par rapport à un filtre ISR, qui est toujours une sorte de compte, qui peut être encore perçu comme une contrainte qui vient réduire les opportunités de diversification, alors que finalement, ça peut être tout à fait vu comme un filtre de gage de qualité et une sorte de garde-fou par rapport à des entreprises très volatiles. Donc toujours risque et rendement. En fait. Risque et rendement. Oui. Alors, en ISR, on ne peut pas parler d'une gestion ISR. On parle de best in class, donc le meilleur de la classe, si on peut le traduire en français. Best effort, on parle d'exclusion, qu'elle soit normative ou sectorielle, d'engagement. On parle aussi d'intégration ESG. Mais quelle approche peut apporter le plus de performance finalement ? Je pense que là, c'est un petit peu, la question est un peu difficile. J'aurais tendance à dire que, par exemple, du best in class, comme on se concentre sur les meilleures qualités, peut-être que le potentiel de surévaluation ou de plus-value, en tout cas, est peut-être moindre que sur des sociétés qui seraient moins bien cotées. On a déjà vu que les marchés boursiers n'ont pas toujours tendance à récompenser les meilleurs comportements. Donc là, on met sur le moyen long terme, on a certainement un contrôle de volatilité qui est meilleur. Au niveau du best effort, on a peut-être un potentiel de plus-value qui est plus élevé, puisqu'on est quand même sur les élèves peut-être les moins bons, mais qui montrent une certaine dynamique où il y a quand même un potentiel plus grand. L'intégration ESG, là j'ai envie de dire que le but de l'intégration ESG, c'est vraiment d'une part de mettre les risques et les opportunités ESG d'un côté et la prime de risque de l'autre. Donc peut-être qu'il y a un risque ESG qui est très important, mais qu'en tant qu'investisseur, vous considérez que vous êtes bien rémunéré pour la prise de risque que vous prenez. Et donc là, la performance et le potentiel de performance est peut-être plus élevé. Mais de part et d'autre, finalement, la combinaison des différentes approches est peut-être une solution optimale, avec aussi l'engagement. Alors, on va faire bref sur la fin. Actions, obligations, c'est vrai qu'on parle plus des actions, des obligations, on en parle moins. Est-ce que c'est pertinent de mettre de l'ISR en matière obligataire ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Je crois que vous avez un modèle. Indéniablement, pour les obligations souveraines, ça a tout à fait son sens, puisque finalement, l'obligation, c'est rechercher un rendement constant. Donc, quand on a une analyse qui se concentre sur la stabilité de l'environnement d'investissement, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit social, ou qu'on regarde aussi les relais de croissance pérennes, comme les relais par les générations futures, comme l'innovation, il y a vraiment une valeur ajoutée sur ce qu'on peut apprendre, dans quel cadre on a investi et quel est finalement le risque de défaut dans toute sa globalité d'une obligation souveraine. Donc ça, une valeur ajoutée qui est indéniable, ça c'est sûr. Merci beaucoup Ophélie. Donc on se retrouve le 15 avril pour le Forum de l'Asset Management. À bientôt. À bientôt.